Omar Sy, qui était la personnalité la préférée des Français, est tombé du classement parce qu'il a parlé. Je me suis dit, toi tu veux percer, tu vas ouvrir ta bouche, ferme ta bouche, voilà. Et après, je me suis dit, mais en fait, rien que ta présence elle est politique, tu vois. Donc, t'as qu'à dire ce que t'as à dire, t'as beau même essayer de t'en éloigner au maximum, ta présence est politique. On dit quoi? C'est le format de B-Side dans lequel on parle avec des personnes concernées sur des sujets qui les touchent. L'humour a un outil d'oppression ou de libération pour nos identités. C'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Moi, c'est Tuan, cofondatrice de B-Side Media, et on a la chance d'avoir Safia, Ablaye, Samir et Koji avec nous. Salut. Salut. Alors Safia, le futur du divertissement français. Toi, tu navigues dans différents domaines, en vérité, tu t'aventures dans plein de choses, mais tu as une ligne éditoriale, c'est représenter les tiens, et notamment les femmes noires. Ouais. It's Ablaye sur les réseaux, tu fais des formats qui sont assez courts, Ouais. avec lesquels plein de personnes peuvent s'identifier en fait. Et des formats aussi un peu plus longs sur YouTube, notamment ta série Je joue aux Sims, version adulte. C'est ça. Exactement, Ouais. personnellement que je suis religieusement toutes les semaines. Samir, instituteur sur les réseaux, tu gères le Gazette Comedy Club. C'est ça. C'est un plateau de stand-up en fait, Ouais. où on porte sur les sujets d'actualité. Exactement. Et tu es aussi stand-upper toi-même. Et du coup, je suis stand-upper aussi, j'anime et tout. T'as aussi un spectacle. Oui, j'ai aussi un spectacle que j'ai joué au Paris de l'Humour là pendant 6 dates et que je rejouerai peut-être en septembre, on verra. Ça s'appelle Peut-on tout dire? Ça va être des sujets qu'on va aborder aujourd'hui d'ailleurs. Et toi, Koji, stand-upper aussi? J'avais fait à l'époque sous un autre nom un concours qui s'appelle Campus Comedy Tour, qui avait une vidéo notamment sur YouTube, et après quelques années à droite à gauche, je me suis lancé dans le stand-up voilà, il y a 2 ans. Et Koji Girac sur les réseaux si vous voulez suivre ça. Du coup, pour commencer, en fait, on va un peu faire un état des lieux. Avec quoi est-ce que vous avez grandi, ou avec qui avez-vous grandi, en termes de référence dans l'humour français? Avec Jamel Comedy Club. Parce que moi c'était Jamel, mais Jamel avant, avec le cinéma de Jamel, Omar et Fred. Ouais, c'est ça. C'est vrai, il y avait Omar et Fred aussi. Justement, il y avait un petit côté renouveau de... Là, il y avait vraiment quasiment que des Noirs et des Arabes, et une personne asiatique. Frédéric Shaw. Frédéric. Et moi, il y avait Jamel Comedy Club, et moi je rajouterais On ne demande qu'à en rire. Sur France 2, je pense que j'étais au collège, lycée, c'était un peu plus tard. C'était le Jamel Comedy Club et beaucoup Omar et Fred. Je voulais leurs petites blagues et tout, j'étais dans un quart C'est vrai à l'école, je te jure, c'est vrai. Mais c'est vrai que le Jamel Comedy Club, ça a été... Enfin, moi, je m'en rappelle, ça a été un moment où tu voyais des personnes de différentes origines qui montaient sur scène, qui faisaient leurs propres blagues, qui testaient aussi, parce que du coup, c'était le concept, c'était des jeunes humoristes aussi qui montaient sur scène et tout ça. Est-ce que vous avez d'autres références en termes de films? Parce que du coup, Le ciel, les oiseaux et ta mère, qui est un petit film, qui est pas très connu, là, l'impression. Donc, quel âge J'ai est ça? même pas regardé ça. Je sais plus, j'étais petit, c'était fin 90, début 2000, j'imagine. Ah. C'est Tu genre... regardais des trucs, t'étais pas né encore. Ouais. Respectez-moi. Moi j'avoue qu'en termes de production française, j'ai pas beaucoup regardé. Parce que du coup, je regardais Phénomène Ravel. Ouais, voilà. Mais j'avoue qu'en France. Donc plutôt américain, Ouais, tout ça. Bah ouais. Après, c'est intéressant parce qu'on parle de Jamel Comedy Club comme si on les regardait parce qu'ils nous représentent, mais au-delà de ça, c'est surtout ils avaient un humour dont on avait les codes et les références. En tout cas, moi personnellement, c'était des références, des stéréotypes ou des clichés que je pouvais dire entre potes, sur lesquels nous on aurait pu rigoler entre nous, quoi. Effectivement, on en rigolait entre nous. Est-ce que ça va pas véhiculer certains clichés? De deux. Donc tu vois, notamment les accents par exemple, c'était des gens qui reproduisaient énormément l'accent de leurs parents ou de leur communauté pour faire rigoler. Et en fait, qui ont normalisé certains de ces stéréotypes et certains de ces clichés, dont on a subi aussi les moqueries à l'école. Ça me faisait rire, parce que tout le monde en rigolait. Je me dis, est-ce que c'est pas un outil d'oppression par rapport à nos identités aussi? Parce que quand on nous voit à la télé, c'est pour ce genre de clichés, ce genre de stéréotypes. Je sais pas si ça vous parle quand je dis ça. En fait, avant, comme c'était le seul humour disponible, bah tu rigolais. Et maintenant, comme on a compris que voilà, il y a d'autres voies possibles, bah, en fait, tu dis pourquoi t'as rigolé à ça alors que c'est de l'humour, c'est pas de l'humour en fait, genre, c'est bas, genre. Mais comme c'était avec ça, bah tu veux consommer ça, quoi. Après, ça dépend aussi qui le dit. Enfin, ça s'est extrêmement démocratisé, le stand-up et ce genre d'humour. Et donc, à un moment, tout le monde le faisait. Mais c'est vrai, quand c'était certaines catégories de personnes qui le faisaient, on a l'impression qu'on était représentés, on était entre potes. Et c'est vrai que, du coup, quand ce type d'humour, ces stéréotypes sont repris par tout le monde et que, du coup, bah, c'est à la base une blague et que ça en devient finalement une moquerie, oui, là, du coup, on le prend de manière un peu différente. Enfin, je pense que au final, j'étais pas la cible. Moi, j'ai eu de rigoler parce que j'avais que ça pour rire. Mais à la base, c'était pas moi le public qui voulait atteindre, tu vois. Et... C'est qui le public? On va dire le public populaire, la masse populaire en France. Mais je suis... Enfin, c'est On pas... va dire la moi. majorité. Voilà.
mais c'est pas moi qui vois la com. On veut pas dire les termes. Non, laissez-moi tranquille. On dit quoi, mais on dit quoi ici. Moi, je pense que c'est aussi. Enfin, après, je sais pas si c'est anachronique, mais déjà, je trouve qu'à l'époque, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça a aussi beaucoup libéré la parole des personnalités, des personnes marginalisées. Donc, avant, on n'avait pas forcément l'espace pour dire ça va pas. Et là, maintenant qu'on l'a, on peut dire quand ça part en cacahuète, quoi. Est-ce que ça vous a dégoûté, en fait, du divertissement français, de la comédie française ou du cinéma français? Ou au contraire, vous vous êtes dit, il y a peut-être une place à prendre? Moi, ça m'a pas dégoûté. Justement, au contraire, ça m'a encouragé à créer ma propre plateforme et à créer ma propre narration et tout. Genre pour me dire, bon, on va faire mieux. En fait, quand j'étais petit et que je regardais ça, en fait, ça me choquait pas parce que le sketch qu'il faisait, c'était ma perception que j'avais de moi au final. Ce que je voyais, c'était tous ces clichés-là. C'est qu'en grandissant, en gros, que j'ai compris qu'au final, j'étais pas ce cliché-là. Et du coup, détaché de cet humour-là. Et après, je me suis dit, justement, je vais écrire un peu plus par forme et je vais montrer ce que j'ai envie de montrer, tu vois. Après, peut-être ce qui joue aussi dans les séries comme ça, genre H, etc., la différence, c'est peut-être que si par exemple tu vois une série avec un seul arabe et il est teubé. Toi, t'es rebeu, tu sais qu'il y a d'autres rebeux, tu te dis, bon, lui il est teubé, c'est marrant, tu vois. Mais en fait, c'est l'image, si c'est toujours un arabe teubé, tu te dis, mais en fait, des gens qui n'ont jamais vu de rebeu, j'exagère, je schématise, en fait, les arabes c'est con, tu vois, ils ont sur cette image-là, et c'est au fait, pour toi-même, ça va pas forcément être des gens de base, et au fur et à mesure, tu vas te dire, ah oui, merde, en vrai, c'est vrai que ça manque un peu peut-être de diversité juste de profil. Après, je sais pas ce que t'en penses, mais du coup, en tant que stand-upper, s'il n'y a pas cette génération qui était passée, ça se trouve, nous on ferait des trucs. C'est vrai, tu vois. c'est C'est-à-dire que les gens ont appris par le biais des réseaux sociaux, on s'est tous déconstruits. C'était une autre époque pour eux, dans un autre contexte. Est-ce que vous pensez que ça aurait été possible de percer à l'époque sans véhiculer ces clichés-là? Sans faire ça? Je pense pas. Et c'est pour ça que je leur en veux pas parce que je me dis, t'étais obligé limite de faire ça. Mais en gros, le truc qui me dérange, c'est qu'en 2023, les gens qui continuent ce truc-là, je me dis, là, t'abuses. Dans le stand-up, j'ai l'impression que c'est le public qui est roi. Il y a des gens qui arrivent avec des choses très engagées. Parfois, la salle, elle n'a pas envie d'être aussi dans cet engagement. Du coup, les gens vont d'abord chercher à avoir de faire rire d'abord. Et ensuite, avoir le message. Et donc, c'est ça qui est encore le plus dur, c'est avoir le message et faire rire. Je pense qu'il y a le fait que tu grandis avec ça, et en fait, inconsciemment, c'est tes références aussi. Du coup, tu tombes dans ce réflexe de allez, je vais faire ça, parce que ça va faire marrer, et typiquement l'accent. Tu sais que ça fait marrer, tu te dis, je vais le tenter. Je pense qu'il y a aussi une facilité dans le cliché qui est plus due à, c'est pas qu'ils sont obligés, parce qu'ils ont appris comme ça, et que du coup, c'est le premier truc qui vient. Je pense qu'il y avait déjà moyen avant de faire des trucs un peu plus sans tomber dans ces clichés-là, et non, après percer, je sais pas, c'est d'autres, mais en tout cas, déjà être marrant. Mais avant, pour percer, il fallait passer par un certain chemin, c'est-à-dire qu'il y avait certains producteurs, certains médias, c'était pas comme aujourd'hui avec internet. Aujourd'hui, tu peux remplir des comedy clubs en faisant de la pub et en ouvrant ton truc parce qu'il y a Instagram, il y a TikTok. Mais avant, il n'y avait pas ces outils. Donc il y avait des codes, il y avait une hiérarchie, tu étais obligé de passer par tel producteur, etc. Donc au final, c'est eux qui étaient garants aussi de la ligne éditoriale. Et si ces personnes sont garants de la ligne éditoriale, ils sont aussi garants du coup du public à qui les personnes s'adressent en fait. Grâce aux réseaux sociaux, tu peux viser le public que tu as envie de viser. Est-ce que vous considérez que vous visez un public en particulier avec votre contenu? Enfin, je vise pas une audience en particulier, je vise une audience qui s'identifie à mon contenu. Je veux pas me considérer comme étant une personne issue de minorité. Genre, je me dis juste, ma vie, c'est ma majorité. Et en plus, comme je m'excuse pas de ma condition noire, forcément, ça va être un peu un contenu niche. Évidemment, comme c'est un peu politique aussi, mon contenu, forcément, ma communauté, elle est très vite... c'est très vite noir, quoi. Quel message en fait politique tu peux faire passer par l'humour, par exemple? Ouais, souvent moi c'est quand je vais traiter des cas de micro-agression, des choses comme ça, ou des choses que je peux vivre, c'est là où ça va être politique ou des questions féministes ou quoi que ce soit. Justement, quand moi on m'a proposé cette interview-là, je me suis dit, du coup, en gros j'avais dit je voulais pas. Parce qu'en gros je me suis dit si je parle de politique, en gros c'est arrivé, c'était mon interview, elle est arrivée juste après le scandale avec Omar Sy. Et Omar Sy, qui était la personnalité la préférée des Français, est tombé du classement parce qu'il a parlé. Je me suis dit, toi tu veux percer, tu vas ouvrir ta bouche, ferme ta bouche, voilà. Et après je me suis dit, mais en fait, rien que ta présence elle est politique, tu vois. Donc, t'as qu'à, dis ce que t'as à dire, t'as beau même essayer de t'en éloigner au maximum, ta présence est politique. Typiquement quand tu disais tu veux percer, faut pas que tu parles, moi je suis en mode on va pas percer, c'est pas grave, on va pas entre nous, ça va être bien. Des fois il n'y a pas du tout de message. Je cherche déjà, on va éviter le bide. Déjà. Et ensuite quel message on peut faire passer. Des fois ça part d'une toute petite blague, on peut se dire ah ouais c'est intéressant ce sujet, qu'est-ce que les autres en pensent. Tu vois, genre tout le monde n'a pas envie de faire passer des messages. Il n'y a pas besoin de forcer les gens ou de leur en vouloir parce que s'ils n'ont pas envie, tu vois, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Ouais, c'est clair. Porter le poids de devoir représenter ta communauté quand parfois tu l'as pas décidé, vous avez
tous les deux réagi. Est-ce que c'est des choses que vous ressentez aussi? Je sais que souvent on me décrit comme une personne engagée vu que quand je fais souvent des vidéos sur le racisme ou des choses comme ça. Et au final maintenant, je dis rien quand on va dire de moi que je suis engagée, mais j'avoue que je sais pas, je me dis est-ce que des humoristes blancs, quand elles parlent de féminisme, est-ce qu'on va dire que c'est des femmes engagées? Je me pose la question, peut-être que si, mais je sais que pour ma part, c'est pas mauvais d'être engagée, mais je veux dire que si moi je m'étais définie moi-même, j'aurais peut-être pas mis engagée. Bon, en fait, quand tu es créateur de contenu, je vois, il y a plusieurs niches. Il y a niche cuisine, niche lifestyle, etc. Mais quand tu es noir, ta niche c'est noir. Et après, dans noir, tu as plusieurs catégories, tu vois. Et le truc, c'est que comme tu es noir, en fait, on attend que toi que tu sois engagé. Peu importe, tu veux faire la cuisine, tu veux faire nanana, on veut que tu sois engagé, tu vois. Si tu parles de trucs dans lesquels on t'attend, tu rentres dans le cliché de ouais, ok, donc t'es créateur de contenu noir, etc. Genre tu vas parler de sujets et tout. Mais si tu parles de sujets qui t'intéressent mais qui sont pas du tout le truc auquel on t'attend, limite t'as l'impression aussi de jouer dans le sens. Ah, mais lui parce qu'il veut faire l'arabe pas comme les autres, tu vois. Non, juste j'aime bien Brassens. Ah, ok, d'accord, on a compris, tu veux t'intégrer. Non, frère, et du coup, dans les deux cas, t'es un peu niqué, genre Mais justement, c'est en tout cas déconstruire, c'est que c'est démontrer qu'on n'est pas un seul modèle, tu vois. Et c'est encore lent en France, malheureusement. Et quand tu compares par exemple aux UK ou aux États-Unis, tu te dis, mais on est genre à des années-lumière de eux, tu vois. On est un pays tellement conservateur. C'est ça, et en fait aussi en France, le problème c'est que on est colorblind, dans le sens où on est en mode on voit pas les couleurs. Ouais. Et quand tu es en mode on voit pas les couleurs, tu reconnais pas les problèmes qu'il y a. Dans ce que je raconte, j'essaie de me détacher de plus en plus d'être d'apparence asiatique. D'une manière, je fais attention à ne pas véhiculer certains messages qui iraient contre cette communauté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui il y a assez déjà de racisme pour que quelqu'un crache dans la soupe. Par exemple les accents. Moi par exemple, c'est ma ligne rouge. Parce que ça me gêne, ça me dérange. J'ai pas l'impression de défendre. En tout cas, si je devais être engagé politiquement, c'est en tout cas déjà de défendre ma communauté et de déconstruire certains clichés, encore une fois par l'humour. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que t'as aussi des gens qui vont te dire ouais mais attends, moi ma famille ils ont un accent, tu vois. Et moi j'ai envie de parler de ma famille, ils ont un accent, pourquoi je le ferais pas? Et je pense qu'il y a aussi le fait il y a la différence entre ce qui est vrai et comme tu dis comment c'est perçu et le cliché que tu vas véhiculer d'une manière générale. Du coup ça va vraiment dépendre du contexte de la blague aussi. Je pense que si tu utilises vraiment cet accent là vraiment pour te moquer de tes parents ou te moquer des gens de ta communauté, en plus en face d'un public qui est pas du tout concerné, c'est là où pour moi ça va être un problème. Du coup si tu sais rire avec ou rire d'eux. Tu vois, par exemple moi, l'exemple que j'ai du coup c'est Fadil Camara. Fadil Camara elle le fait archi bien, genre elle utilise l'accent, elle le place archi bien, tu vois, c'est le talent, tu vois, elle a pas fait à son origine, après personnalité, elle utilise quand il faut l'utiliser. Est-ce que vous pensez que du coup l'humour peut être un outil de libération pour les identités? Et qu'est-ce qui reste encore à faire en fait comme chemin pour que l'humour français et la comédie française en arrivent là? On s'est concentré beaucoup sur le négatif, mais que ce soit le début du Jamel Comedy Club ou même un qu'on n'a pas cité, mais parce que peut-être ça me parle plus à moi, c'est Gad Elmaleh. Gad Elmaleh il est pas français, c'est pour ça que j'ai pas pensé dessus quand t'as dit. Il est marocain. Mais lui, il a percé très tôt. Et lui, ses premiers spectacles surtout, il faisait beaucoup de sketchs et il faisait des fois des rôles vraiment de marocains. Et j'avoue que quand tu voyais ça, quand j'étais petit, je voyais ça à la télé, j'étais grave content. Il y avait un côté libération, je disais ah putain ouais, ça me parle, tu vois, et c'est marrant, ouais, ça ressemble au truc que je vois dans ma famille, etc. Donc il y a quand même déjà petit à petit, t'avances, même si t'as toujours des trucs à redire et forcément une sorte d'adaptation au public auquel tu t'adresses et du coup des fois des facilités, des clichés qui sont véhiculés. Il y a quand même déjà ce côté un peu ok, c'est cool, il y a déjà ça, c'est bien. Après en général, moi je disais plus par rapport aux réseaux sociaux et je fais de l'humour, je disais que pour moi ça a été une véritable libération parce que ça a été le seul moyen pour moi de pouvoir accéder aux plateformes que j'ai ou même à la visibilité que j'ai. Et si je suis ici avec vous, c'est aussi parce que moi l'humour m'a permis déjà d'avoir une voix et d'avoir une audience. Et je dis que c'est une libération parce que c'est toujours plus facile de dire des propos politiques en faisant des blagues qu'en faisant pas de blagues. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, je trouve que l'humour, ça permet de se libérer parce qu'en fait, on parle de nous, de moi, et ce que les gens voyaient, c'était le chinois. Parce qu'il n'y avait que les Chinois qui étaient représentés même dans la scène humoristique, ou même ceux qui en faisaient, ils disaient qu'ils étaient Chinois. Et moi, quand je suis sur scène, en tout cas quand je dis que... je dis je suis vietnamien. Et déjà, juste ça, j'ai l'impression que je suis en train de véhiculer déjà un message en mode, tu te déconstruis puisque tu t'offres quelque chose de, toi, de manière authentique. Mais il y a quelque chose de très humble. En fait, c'est jamais toi qui décides, c'est le public. Et si le public, et le public qui représente la société, a décidé que ça c'était drôle, et tant mieux. Après, il y a aussi le truc, le stand-up c'est différent de ce que vous faites vous. Dans une sens, c'est qu'on est sur scène et genre c'est du direct tout le temps. Ça veut dire, des fois, tu peux dire un truc parce que c'est comme ça que ça devient. Et en fait, si tu y réfléchis, tu l'aurais pas dit comme ça. Mais ça sort comme ça. Et du coup, si ce moment-là il est filmé, on va dire, mais là c'était. Enfin, t'as dit ça. Et en vrai,
bah faut être humble et juste se dire oui j'avoue, désolé, oui là c'est sorti comme ça, c'est pas forcément comme ça que je l'aurais formulé si j'avais réfléchi au truc. Parce que les gens rigolent pas, c'est que c'est pas drôle. Ouais, bah donc C'est pas dire que c'est pas bien ton bah, vu que tu fais du stand-up, c'est que c'est pas bien. Non, pas le message, mais ce que t'as fait. Ah oui. Ce que t'as produit n'est pas bon. Oui. C'est pas au bon endroit, fallait faire une conférence, fallait faire autre chose, fallait pas faire des blagues. Ils ont pas rigolé. Par contre, s'ils rigolent, c'est pas forcément que la blague elle véhicule un bon message et que c'est bon, faut juste accepter que bah, les gens ils ont rigolé à ça donc c'est tranquille et tout. Je pense pas, je pense que justement, c'est dangereux le rire, tu peux faire rire les gens sur des trucs qui sont pas les bonnes choses. Merci beaucoup de votre présence et d'avoir partagé un bout de vos expériences. Merci, Merci Bissai. à toi, Merci à merci Bissai. N'oubliez pas de les suivre, Safia Fierce, It's a Blague, ainsi Tuber, Coach Girac sur les réseaux. On va tout mettre de toute façon dans la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce que l'humour c'est un outil d'oppression ou ça peut être aussi un outil de libération ou d'expression comme on l'a dit aussi pour nos identités. Suivez-nous sur les réseaux Bissai Media et à bientôt sur la chaîne Bissai Media.